Juste une précision, non, je parlais de la haute trahison. Vous savez qu'en matière de renversement d'ordre du régime constitutionnel établi, notamment à l'alinéa 2 de l'article 64, la simple tentative est punissable. Donc, j'ai pas voulu m'étendre sur toutes ces questions, mais je vais dire ceci, c'est qu'on est dans le cadre d'une entreprise qui est de l'ordre des crimes contre la nation, des crimes posés par ceux qui détiennent le pouvoir. Deuxième élément, quand on dit, parce qu'il faut pas qu'on induise les gens en erreur, quand on dit par exemple que la souveraineté, le peuple ne s'en dessaisit pas. Le professeur connaît sans doute la Constitution américaine, par exemple. Est-ce que le peuple américain a le droit de pouvoir changer sa Constitution? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet au peuple américain de le faire? Vous répondra que non, parce que la révision de la Constitution américaine se fait uniquement par des organes représentatifs et on ne dira pas moins que dans le cadre d'une démocratie américaine, le peuple américain n'existe pas. Si le peuple congolais a conçu que la Constitution doit être révisée uniquement dans les telles formes, le fait que les gens veuillent s'émanciper de ceci et s'octroient des pouvoirs que la Constitution n'a pas donnés constitue en soi une violation, constitue en soi une infraction qui est posée contre la nation. Donc, d'un côté, les actes préparatoires qui sont posés ici, qui tendent à perpétrer le crime de haute trahison, dans le fait de crime de haute trahison, ok, ce sont des actes préparatoires. Ensuite, en ce qui concerne la tentative de renverser l'ordre constitutionnel, nous sommes en face d'une infraction qui en soi est consommée. Et donc, nous disons que il est temps pour que ceux qui gouvernent reviennent à la raison pour entendre que le fait d'évoquer la souveraineté à l'article 5 ne conduit pas à considérer qu'il faut une loi permanente. Non, l'article 5, en disant que la matière est fixée par la loi, veut simplement dire qu'il s'agit d'une matière qui relève du domaine de la loi. Parce que le domaine de la loi qui est fixé aux articles 122, 123 n'épuise pas les cas où les lois interviennent. Mais dans tous les cas où la loi intervient, l'interprétation ne peut pas se faire de manière séparée d'une disposition, mais en combinant l'ensemble des dispositions de la Constitution. Et quand vous prenez l'ensemble des dispositions de la Constitution, vous comprenez les cas dans lesquels le référendum est fixé. Et donc, le constituant vous invite, lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-là, à recourir à une loi, mais pas à poser un cadre soi-disant permanent qui est en fait juste la première pierre qui permet à ceux que l'on puisse violer la Constitution en attribuant d'ailleurs, parce que c'est vraiment une modification de la Constitution, c'est en cela que c'est très grave cette loi, en attribuant de pouvoirs que le constituant n'a pas attribué à certains. Vous pouvez élargir comme vous voulez, vous pouvez élargir ça même au chef coutumier, vous pouvez élargir à tous les recteurs des universités, à tout ce que vous voulez, ça n'enlèvera pas le fait que cette loi est une usurpation de pouvoir que vous donnez. Évidemment, vous pouvez dire il faut aller devant la Cour constitutionnelle, mais vous savez, prof, nous avons eu plusieurs échanges sur la question de la Cour constitutionnelle et je me suis moi-même insurgé contre cette Cour. Vous avez le beau rôle aujourd'hui d'inviter des gens d'aller. Quand on tue les institutions, on tue sa justice, on tue le Parlement qui est aujourd'hui un Parlement goudillot, on tue toutes les structures et après, on est content de dire oui, vous allez aller devant la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que nous, on dit, face à ça, il faut que le peuple, dans le cadre de l'article 64, puisse se prendre en charge pour pouvoir plaquer ce pouvoir au sol parce que c'est une dictature qui est en pleine construction. Donc, nous ne sommes pas naïfs. Il ne faut pas nous conduire en disant oui, bon, on va aller vers la Cour constitutionnelle, qui est une cour que l'on a calibrée de telle manière à ce qu'elle ne puisse pas rendre la justice. Toutes nos institutions de la République aujourd'hui sont ravalées et n'ont pas cette indépendance. Et je me souviens d'ailleurs qu'à une intervention que nous avons eue ensemble, prof, on en était arrivé d'ailleurs à une conclusion quasi commune que cette cour devait, dans l'ensemble, démissionner pour qu'on puisse remettre en place une cour qui soit véritablement indépendante. Merci, Donc il y a des Sangha. questions qui sont des questions importantes, mais que l'on ne devrait pas banaliser, parce qu'il en va de la survie de la nation, de l'intégrité du territoire et de D'abord, notre constitution actuelle, dans son article 1er,
proclame que la République démocratique du Congo est un État de droit, mais aussi un État démocratique. Un État de droit, c'est-à-dire un État soumis à la règle de droit. Et quand on dit un État démocratique, ça veut dire que la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie comme principe de gouvernement. Et si vous allez plus loin en lisant la Constitution, vous verrez que ce principe démocratique est consacré dans l'article 5 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, que tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce soit directement par la voie des élections ou du référendum, soit indirectement par la voie de ses représentants. Vous avez donc là les deux formes de démocratie qui sont consacrées dans la Constitution, à savoir la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie représentative, elle, s'exerce à travers les représentants élus du peuple, ce qui est organisé à partir du titre 3 de la Constitution, etc. Et puis la démocratie directe, la forme de démocratie directe retenue à l'article 5, c'est les élections et le référendum. Alors, dans cet article, puisque le peuple se proclame souverain, c'est-à-dire il a la puissance suprême au sein de l'État, puisque tout pouvoir émane du peuple et qu'il ne donne à ses mandataires qu'une partie des pouvoirs limités, le peuple peut exercer toutes sortes de pouvoirs, y compris législatifs, y compris pouvoir constituant, lorsqu'il est consulté conformément à la loi sur les référendums. Et donc, de ce point de vue-là, le peuple de l'article 5, c'est le peuple souverain, c'est le peuple du dehors de la Constitution, contrairement au peuple qui est à l'article 218, qui, lui, est le peuple du dedans de la Constitution parce qu'il est tenu par les conditions de fond et de forme fixées aux articles 218 à 220 à partir du moment où il est consulté par les pouvoirs constitués. Et donc, à l'article 5 de la Constitution, comme il est souverain, en matière constitutionnelle, il intervient comme un pouvoir initial. Il est le pouvoir constituant originaire. Et en tant que pouvoir initial, il peut faire et défaire la Constitution sans être tenu par des conditions de fond ou de forme que lui-même a par ailleurs fixées aux articles 218, 219 et 220. Je voudrais insister sur le fait que ces limites qui sont aux articles 218 à 220 ne s'imposent pas au peuple lui-même qui est l'auteur de la Constitution. Il a établi ces limites-là uniquement pour les pouvoirs constitués qu'il a énumérés à l'article 218. Donc, il n'est pas de bon en loi d'opposer au peuple lui-même les limites qui sont à ces articles-là, parce que c'est lui l'auteur de ces articles, et il ne les a établis que pour que ça s'impose au pouvoir constituant constitué. Dès lors, quand il se réserve à l'article 5 le pouvoir d'exercer la démocratie de manière directe, c'est-à-dire qu'en matière constitutionnelle, il peut intervenir comme pouvoir constituant originaire et de ce point de vue-là, avoir la compétence de la compétence pour faire ou défaire la Constitution. C'est sur la base de l'article 5 de la Constitution, parce que le génie de cet article, c'est qu'il a prévu à l'alinéa 3 que c'est le Parlement qui fixe les conditions d'organisation du référendum. En d'autres termes, si le peuple s'est déclaré souverain, qu'il a tous les pouvoirs, il a prévu que pour se prononcer par voie de référendum, que le Parlement, qui comprend ses représentants élus, puisse fixer les conditions dans lesquelles il va s'exprimer par voie de référendum. Et donc, c'est une délégation reçue du peuple lui-même qui fait que le Parlement, à travers cette loi, a le pouvoir de fixer les mécanismes de fond ou de forme qui permettent au peuple de s'exprimer lorsqu'il s'agit d'une matière constitutionnelle. Alors, ce qui est aux articles 218 à 220, c'est la révision. Mais à l'article 5 de la Constitution, conformément à la loi prévue à cet égard, le peuple reprend son pouvoir souverain et donc il peut, de cette manière-là, se prononcer sur la Constitution. Et donc, la loi que le Parlement vote pour fixer ses conditions de fond et de forme peut prévoir tout à fait des mécanismes comme l'Assemblée constituante, des mécanismes comme des consultations, des mécanismes comme l'organisation d'une commission d'experts, parce qu'il s'agit
précisément d'une délégation de pouvoir reçue du souverain lui-même. Et donc, l'Assemblée constituante se justifie dans ce cas-là parce que c'est une délégation que le Parlement a reçue du constituant pour fixer les conditions dans lesquelles le peuple lui-même se prononce par voie de référendum. Le mécanisme de révision constitutionnelle organisé aux articles 218 à 220 n'est pas à confondre avec le mécanisme de changement de constitution. Il faut que ça soit vraiment bien fixé dans les esprits. Il ne faut pas comparer les deux mécanismes. Le mécanisme de l'article 43 intervient lorsque le peuple sent la nécessité de procéder au changement des options fondamentales qu'il a inscrites dans la Constitution. Et donc, en vertu de la loi sur le référendum voté conformément à l'article 5, ce mécanisme prévoit que dans ce cas-là, le peuple, avant d'être consulté, il y a d'abord un travail préalable qui s'est fait au niveau des experts, ensuite au niveau de la consultation que organise le président de la République, ensuite encore au niveau de l'Assemblée constituante qui est composée différemment du congrès de l'article 218 et qui donc se prononce à la majorité des 3/5 avant que son œuvre soit soumise à la ratification du peuple. Donc il ne faut pas confondre la procédure de l'article 43 de ma proposition de loi qui découle de l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution et le mécanisme de révision constitutionnelle qui est prévu aux articles 218 à 220. Votre proposition prévoit que l'Assemblée nationale et le Sénat se transforment en Assemblée constituante. Cette transformation, Paul Gaspard Ngonankoy, est-elle constitutionnellement admissible alors que la Constitution définit précisément les attributions, le fonctionnement et les compétences de chaque chambre? Est-ce que, juste une sous-question, une loi ordinaire peut-elle modifier la nature constitutionnelle des institutions parlementaires? D'abord, ici, à partir de l'article 43, l'Assemblée nationale et le Sénat qui se transforment en Assemblée constituante ne sont pas là pour exercer les pouvoirs législatifs et de contrôle qui sont dans la Constitution. Il ne faut pas confondre les deux. Il s'agit ici d'une compétence en matière constituante. Et si l'Assemblée nationale a estimé que l'Assemblée constituante peut être ainsi composée, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la République, il n'y a pas d'autres institutions qui bénéficient de la légitimité populaire, d'autant de légitimité populaire que les députés et les sénateurs. D'ailleurs, un amendement qui a été apporté hier à la plénière, c'est qu'il faut élargir cette Assemblée constituante à l'ensemble des représentants du peuple qui, comme le Conseil constitutionnel français l'avait affirmé à propos de l'article 3 de la Constitution française, sont tous des représentants du peuple. Et donc, en vertu de la légitimité reçue du peuple, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, ainsi que quelques élus locaux, ainsi que les élus locaux, formeront donc cette assemblée constituante pour pouvoir agir au nom et pour le compte du peuple en matière constitutionnelle. Donc, c'est pas à confondre avec les prérogatives du Parlement, qui sont définies dans la Constitution. L'article 6 de la proposition réserve au président de la République la décision exclusive de convoquer les référendums par ordonnance. L'article 42, lui, permet également d'initier seul le changement des règles constitutionnelles. Or, l'article 218 de la Constitution impose que toute initiative de révision soit soumise au Parlement. Cette concentration de pouvoir des déclenchements entre les mains du seul chef de l'État n'est-elle pas contraire à l'équilibre constitutionnel de pouvoir? D'abord, il faut toujours garder à l'esprit que ce qui est prévu aux articles 218 à 220, c'est pour la révision constitutionnelle. Et ce qui est prévu aux articles que vous citez, c'est tout à fait autre chose pour le changement des constitutions. Et donc, cette référence-là aux articles 218 à 220 n'est pas appropriée dans les cas d'espèce. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si le président de la République est ainsi investi de ce pouvoir, c'est tout simplement en vertu de l'article 69 de la Constitution. Cet article 69 de la Constitution qui dit qu'il est le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement, ou plutôt il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Et cet article dit même qu'il assure à lui tout seul la continuité de l'État. C'est un article qui fait de notre président, un peu comme du président français, une sorte de monarque constitutionnel. C'est le seul qui, lorsque l'État s'effondre, peut représenter l'État parce qu'il assure la continuité de l'État.
Et comme c'est lui qui est au-dessus des institutions, il est donc, comment dirais-je, mieux placé pour pouvoir juger si les institutions fonctionnent normalement, s'il y a un dysfonctionnement. C'est ce qui justifie qu'il puisse avoir l'initiative de demander à une commission d'experts pour savoir si certaines dispositions restent encore adaptées au contexte ou non. Et d'ailleurs, la convocation du référendum, ce n'est pas une innovation en soi, parce que même la révision constitutionnelle de 2011, c'est elle qui a attribué au président de la République le pouvoir de convoquer le référendum constituant. Donc, vous pouvez lire l'article 218 à ce sujet. C'est un amendement qui a été introduit en 2011. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui accroît les pouvoirs du président de la République. C'est simplement le fait que c'est l'institution, la seule institution qui, au sein de la République, assume cette fonction-là régalienne, cette fonction suprême, qui peut donc, s'il ne donne pas carte blanche au président de la République, ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir aussi discrétionnaire que vous le pensez, parce que l'article 41 prévoit que d'abord, ce sont les experts indépendants qui vont lui dire si les dispositions qu'il a mentionnées sont inadaptées ou non. Deuxièmement, une fois que le rapport d'experts est déposé, le président de la République entame quand même des consultations au sein de la classe politique, représentée au Parlement et non représentée au Parlement, et pas seulement au sein de la classe politique, au sein de la société civile, pour recueillir leurs avis aussi sur les dispositions à modifier. Et par la suite, lorsque c'est fait, il y a quand même l'Assemblée constituante qui doit statuer sur ces dispositions-là avant que le peuple lui-même les ratifie. Donc, c'est pas un pouvoir aussi discrétionnaire que vous le pensez. Mais on n'avait pas défini, on a dit qu'en cas de dysfonctionnement majeur, mais qui définit ces dysfonctionnements et comment ça se passe, Gaspard Onankoy? Mais je l'ai dit, le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est donc au quotidien du fonctionnement des institutions qu'il constate que certaines choses ne marchent pas. Et c'est donc lui qui constate le dysfonctionnement des institutions. L'article... Allez-y. Oui. Après avoir fait ce constat, il ne décide pas encore. Il demande l'avis des experts. De l'avis des experts, il peut alors poursuivre la procédure, c'est-à-dire entamer des consultations au niveau de la classe politique, parlementaire et extra-parlementaire, au niveau de la société civile, jusqu'à l'Assemblée constituante et jusque finalement au peuple lui-même. Donc finalement, il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire. L'article 4 de votre proposition de loi dispose que le référendum peut porter sur toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation. Or, l'article 220 de la Constitution établit une liste de matières irrévisables, même par référendum. Comment cette clause d'irrévisabilité sera-t-elle garantie concrètement? La loi devrait-elle explicitement exclure ces matières du champ référendaire? Je viens de vous dire que les limites qui sont fixées aux articles 219 et 220 de la Constitution ne s'imposent qu'au pouvoir constitué, c'est-à-dire à ceux qui sont énumérés à l'article 218. Alors concrètement, c'est qui? Il s'agit du président de la République, il s'agit du gouvernement, il s'agit du Parlement, il s'agit de 100 000 personnes qui peuvent initier une révision constitutionnelle. Toutes ces instances qui initient la révision constitutionnelle sont limitées par l'article 219 et 220. Donc, ces limites-là ne s'imposent qu'au pouvoir constitué. Elles ne s'imposent pas à un peuple qui, à un moment donné de son histoire, voudrait modifier les règles fondamentales de sa constitution. Parce que le principe de toute souveraineté, c'est qu'effectivement, le souverain peut faire et défaire les lois. C'est que Jean Baudin disait déjà au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le pouvoir de faire et de casser les lois. Et si le peuple lui-même, à l'article 5, a prévu que le Parlement puisse fixer les conditions dans lesquelles il va se prononcer par voie de référendum, nous n'avons fait que prévoir les mécanismes qui permettent d'atteindre le peuple lorsqu'il s'agit de se prononcer sur ce genre de questions. Lorsqu'il s'agira effectivement de se prononcer sur les limites fixées aux articles 219 et 220 en 2006, ce peuple-là peut encore aujourd'hui lui-même se prononcer. Et la loi sur le référendum
n'est là que pour prévoir les cadres qui permettent de consulter le peuple pour que lui-même décide sur ces limites-là. Donc ces limites ne s'imposent pas au peuple souverain.